Salut tout le monde, nouvel épisode de l'Engineering Podcast. Cette fois, on enregistre le soir. C'est la nuit. Comment ça va, Julien? Ça va très bien. On joue en nocturne ce soir Ouais, euh, c'est sur le la, central. Donc c'est la nocturne. c'est parti, ça change un peu, c'est bien. On va voir si on a la même niaque que d'habitude. Bah, c'est sûr. Les épisodes, les deux derniers épisodes, ils ont bien marché. C'est cool de voir qu'il y a des gens qui écoutent. Il y a des gens qui nous demandent. On a rajouté le podcast sur Deezer, je crois, pour les Français, pour ceux qui ont Deezer, si vous voulez l'écouter. Et c'est aussi sur d'autres plateformes, Spotify, Apple Podcast et sur YouTube. T'as passé un bon début de semaine? Ouais, très bien. Ouais, plein de choses super intéressantes. Puis justement, il y a un peu le rabbit hole toutes ces vidéos là de l'AI Engineer. Euh, c'est quoi le nom de la conférence d'ailleurs, le nom C'est officiel? AI Engineer. En fait, c'est genre une suite de conférences qui a commencé à SF, qui était AI Engineer. Et ils ont décliné ça en AI Engineer Europe, qui a eu lieu il y a 2 semaines. Et là, il y a AI Engineer New York, je crois, en ce moment. Enfin, en fait, ils font un peu le tour partout parce que C'est un tournoi. ça a la hype, quoi. Mais c'est quali, enfin, je trouve que c'est assez bien fait pour le coup des vidéos que j'ai faites, que j'ai regardé. Je trouve que Ouais. c'était assez bien monté et tout. Les speakers ils sont super pertinents. Donc ouais, plein de choses à apprendre en plus. Ça c'est Ouais. cool. Pour le contexte, du coup, aujourd'hui, on va discuter d'une conférence enfin d'un talk spécifique de l'AI Engineer Europe qui a eu lieu il y a 2 semaines, qui parle du PyAgent, qui est un tout petit agent qui a été développé par un dev qui est autrichien d'origine. Et on va regarder la conf un peu en manière accélérée, et on va parler dessus, et on va discuter parce que je pense que ça explique vachement bien tous les concepts autour de qu'est-ce que c'est un agent, qu'est-ce que c'est build un agent, qu'est-ce que c'est un... Je t'ai perdu. Heureux. C'est Attends, je reparti. t'entends. T'es là? Ouais. Ok. T'as eu un problème? Ah, je crois que c'était toi qui avais un problème. Ah ouais? Je sais pas, t'as disparu. Alors c'est moi, j'en sais rien. Ou peut-être Bah, ça a ok. sauté mon internet. Bah, il doit y avoir un truc qui a sauté de chez l'un de nous deux. Bon, et ben je vais refaire. Du coup, cette semaine, on va regarder un talk de Mario Snechner, qui est créateur du PyAgent. Et c'est une conf qu'il a donnée au AI Engineer Europe, qui a eu lieu il y a quelques semaines ou quelques jours. Le talk a été publié sur YouTube il y a 4 jours, et on va faire un petit react à ça, slash discuter autour de qu'est-ce que c'est un agent pour le code. En fait, sa manière de vulgariser les concepts, c'est hyper intéressant. Et je pense que c'est un bon support justement pour tous les sujets dont on parle sur la partie engineer de coding agent depuis le début. Voilà, donc on s'est dit qu'on allait faire ce petit format, un peu de réaction à une conférence, et en discuter avec des schémas, etc. Je pense qu'on disait un peu avant la vidéo, c'est que le gars il est assez pertinent parce que lui il a reconstruit un harness from scratch, quoi. Et donc, du coup, il a un peu toute cette, euh, cette expérience qui fait que ça rend assez intéressant son talk. Et puis, vu que c'est un agent, un harness justement qui est pas mal utilisé, qui est utilisé justement par OpenClaw, ce qu'il a d'ailleurs vulgarisé. Les deux d'ailleurs se connaissent, le fondateur Ouais. d'OpenClaw et lui ont travaillé ensemble. Et puis, du coup, c'est pour ça que, voilà, que OpenClaw, je pense, a utilisé Pi au début. Et puis vu que le gars, voilà, maintenant il y a Pi qui est utilisé par OpenClaw, et puis du coup il est devenu assez connu, son truc est pas mal utilisé, donc il a pas mal de credits quoi. Donc c'est assez intéressant. Et donc, ouais, Py, c'est ce repo GitHub. Donc là, Py-mono 40K star, qui est écrit en TypeScript, JavaScript, et qui est hyper simple à installer, quoi. C'est un npm install PyAI, et après, il y a les différents blocs de la librairie. Il l'explique dans la conf qu'on va voir dans le talk. Mais c'est quelque chose qui est assez léger, quoi. C'est le but de Py, sa vision, c'est vraiment d'avoir quelque chose de très léger. Et on va rentrer dans le talk, je pense, parce que c'est vraiment très chouette ce qu'il dit. Donc voilà, donc ça c'est Mario. Normalement, vous avez le son de la vidéo. Peut-être juste avant de commencer, Ouais. fun fact, parce que je le suis sur Twitter, avant de commencer son talk, il a posté en direct sur Twitter, il a craqué son pantalon juste avant de rentrer sur scène. Puis il envoie les photos de son pantalon craqué juste avant sur Twitter. Je trouve ça. Enfin, le gars, il est vraiment drôle pour le coup. Et bah, bon, après, on verra, mais il a fait sponsoriser son t-shirt justement. Il a Ouais. fait payer, comme le gars qui a fait pareil pour son mariage là, qui a fait payer du ad placement sur son costard de mariage, mais lui, il a fait pareil sur son t-shirt. Et puis c'est des trucs en non-profit, donc ça, je trouve ça assez marrant. Le gars, il est super drôle. Ah, c'est trop stylé. Et là, son t-shirt, c'est Rage Against the Clunkers. Et il en parle un peu aussi dans le talk. Donc, les Clunkers, c'est un peu
les agents qui viennent, qui viennent poster sur Internet un peu partout, quoi. Et il a une philosophie par rapport à ça. On en parlera un peu plus loin, je pense, dans le talk. Donc c'est intéressant. Donc là, il pose le contexte. Et donc il dit au début, il y avait Cloud Code. Got basically catnipped by that thing and stopped sleeping. Bunch of stuff before that, but Cloud Code was the one thing that kind of clicked with me the most. And to preface all of this, I love the Cloud team. They're brilliant people, talented, super high velocity. So they also created the entire game. Major props to them. So this is not a roast. This is just me, an old man, telling you why I stopped using Cloud Code and built my own thing. In 2025, I started using Cloud Code in about April, I think, thanks to Peter. Because he... Donc là, quand il dit Peter, c'est Peter Steinberger, si je dis pas de bêtises. Steinberger, ouais, Steinberger, son pote de OpenClaw. Told that the agents are working now. And back then it was simple and predictable and fit my workflow. But eventually the token madness got hold of them, I think, and the team got bigger and they started dog fooding that stuff and built a lot of features I don't need, which is fine, I can just ignore them. Je crois qu'on lot of features, c'est ce qu'on a vu aussi dans ce qu'a leaké il y a récemment, quoi. C'est que le truc il a grandi mais ultra vite. Enfin, on a vu les chiffres, quoi, le nombre de milliards générés en chiffre d'affaires en quelques mois. Enfin, logiquement le produit il a un peu dévié par rapport à, je pense, à l'esprit d'origine. Et puis là, le leak justement montrait ça, que des fois c'était pas très très clean, comme on en avait parlé justement dans la vidéo il y a 2 semaines. Ouais, mais c'est ça qui est intéressant, et je pense que bon, il y a un sujet qui est aussi une conclusion ou une réflexion par rapport à ça, c'est l'équipe de Cloud Code. À un moment, il va falloir qu'ils se posent la question de où est-ce que ça va le produit, quoi. Parce qu'en fait, les devs au début, ils ont adoré Cloud Code parce que c'était simple et ça marchait. Et en fait, rajouter des features pour essayer de convaincre tout le monde, bah, et surtout en le vibe codant, surtout tu vois, avec la philosophie quand même d'Anthropic en ce moment qui est genre on ship fast. Bah forcément que tu perds des gens sur le chemin qui voulaient un truc stable comme au début, etc., quoi. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. C'est un, ils veulent shipper pour tout le monde. Deux, la compétition quand même, elle est assez folle. Ouais. On l'a vu encore aujourd'hui avec les modèles aussi open source qui sortent. Et puis il y a aussi leur stratégie business de loquer de plus en plus le truc. Je pense qu'il vient aussi en surcouche sur tout ça. Ce qui fait que le produit, même pour tout le monde en fait, pour l'utilisateur, il a pas, je pense qu'il donne pas forcément confiance en ce moment. On sait pas trop vers quoi ça va aller. Et ouais, tout ça, ça donne un peu un fil. Mais c'est bizarre parce que ça s'est complètement retourné en quoi? En 2 mois, quoi. 1 ou 2 mois? Ouais. Ce qui est peu et beaucoup. Et du coup, enfin, c'est assez intéressant de voir comment est-ce que tu peux perdre un peu tes vibes, quoi. Les gens, avant, le Cloud Code, c'était vraiment le truc cool, stylé. Puis là, en 2 mois, alors qu'avant, c'était, je sais pas, en Snowflake. Au début, c'était cool pendant, je sais pas, 3-4 ans. Puis après, ça s'est renversé en mode plateforme. Et puis un peu, voilà, les petits qui veulent manger les grands. Puis ça, là, avec Anthropic, on l'a vu ouais, je sais pas, justement, en 2-3 mois, ce renversement. Ouais, après, il faut pas oublier que ils arrêtent, enfin, aussi à la vitesse où ils chient, parce qu'il y a le renversement, mais là, c'est un peu autour de Cloud Code. Mais tu vois, cette semaine, là, ils ont sorti Cloud Design. Tout le monde est en train de tester Cloud Design. Ça a l'air génial, tu vois. Enfin, genre, ils ont aussi une vélocité de zinzin pour aller dans plein de verticales et sortir plein de produits et accrocher plein de gens à leur truc, quoi. Ouais, ça c'est juste. C'est juste. Velocity and more features come more bugs, and that's bad because. Et là, ce qu'il dit, c'est avec la vélocité, avec more de features, du coup, tu as plus de bugs. Et that's bad. I used to work at construction sites, and if my hammer breaks every day, I'm getting really mad. And if my development tools break every day, I'm also getting. Ça, c'est intéressant, tu vois. Quand tu es un dev, ton marteau de tous les jours, c'est ton IDE, c'est l'outil que tu utilises pour travailler. Et si ton c'est truc ton il harnais, pète tous maintenant. les jours, ouais, et c'est ton harnais. Et si ton truc, tous les jours, parce qu'il y a des nouvelles features, il casse, t'es pas content, quoi. Tu perds du temps. Mais c'est marrant que le harnais soit devenu le marteau de l'ouvrier, tu vois. Ouais. Enfin, c'est vraiment l'outil central maintenant. Ouais, c'est vrai. Ça y est, on y est, quoi. Mais c'est marrant parce que moi, tu vois, genre, je sais pas, il y a peut-être c'est ma manière de travailler ou la manière dont je me suis organisé, mais je suis quand même assez stable. J'ai testé pas mal de choses, mais je reviens toujours à Cursor parce que je suis très content dans Cursor, tu vois. Et mon setup Cursor, il est méga stable, tu vois. Moi, je suis beaucoup sur les Reddit à lire oh, Cursor, ils ont sorti une nouvelle feature, ça pète, ça pète, ça pète. Franchement, j'utilise Cursor tous les jours et j'ai jamais trop subi, tu vois, les changements de Cursor. Je crois que mon setup, il a quasi pas bougé depuis 1 an et demi, tu vois. Il y a les modèles qui changent, il y a des raccourcis que je gagne et tout, tu vois. Mais quand je regarde, je pense à il y a 1 an et demi, franchement, j'étais sur Cursor et toujours le même split d'écran. J'ai rajouté de nouveaux trucs, tu vois. Maintenant, je fais tourner des trucs en background, j'ai des raccourcis un peu plus simples. Mais en fait, à la fin, c'est Cursor, split screen 3 avec file tree, le code et un chat sur la droite, quoi. Ils ont pas des trucs d'agents Cursor maintenant, où justement, t'as plus que des agents qui tournent. Si, tu as Comme un cette peu UI, mais je ne l'ai pas prise. Je suis pas allé sur cette UI pour l'instant. J'ai refusé d'aller dans cette UI pour l'instant. c'est le truc que j'avais vu quand j'avais regardé Cursor il y a quelques mois. Ouais, ils ont fait une UI à la Codex un peu. J'avais rien compris.
J'avais eu trop de mal à saisir le truc. En gros, ils sont allés faire une UI à la Codex, à la Superset, à la Conductor, enfin tous ces trucs-là. Et à la Cloud Code, mais Cloud Code App, quoi. Pas Ouais, Cloud Cowork Code. un peu. Ouais, en Enfin, fait, c'est je crois que c'est Cloud Code Desktop App, un truc comme ça qui a cette vision-là. Si je dis pas de bêtises. So there was this. It's just a running gag. And here's Tarek telling us that Cloud Code is now a game engine. And here's Mitchell from Ghosty telling us, no, it's not. And eventually they fixed the flicker, but then other stuff broke. And I think they're now in the third iteration of a TUI renderer. Ce qui est drôle, c'est un running gag dans sa presse. C'est pour lui, il y a un problème avec Cloud Code, c'est genre le flickering et le rendering dans le dans le terminal parce que lui, il a développé des jeux vidéo et il trouve que le flickering est pas bien fait, quoi. après, moi, j'ai plein de bugs comme ça aussi, un peu. Quand tu utilises Cloud Code au niveau de l'UI, enfin, comme je pense, moi, je suis pas du tout un game developer, mais je sens un peu le truc où des fois, tu perds le curseur ou des choses comme ça. Puis c'est Ouais. trop frustrant, je suis obligé de killer le truc et le relancer. Et du coup, je pense que pour un peu un gars qui connaît bien ce domaine, je comprends que ça te frustre si t'es pas un game developer. Ouais, c'est drôle. Mais ça, c'est quand même ouf. De mémoire, ils utilisent une lib en JS qui permet de faire ça dans le terminal, quoi. C'est ouf qu'on soit arrivé à faire du re-rendering d'écran dans un terminal, tu vois. Enfin, genre pour faire des apps interactives. Moi, je trouve ça ouf. Bah, surtout si on avait sorti ça il y a 2 ans, il y a 2-3 ans, on nous aurait dit demain tu vas coder comme ça, les personnes t'auraient cru quoi. Ouais, c'est trop drôle. Je me souviens, il y a un truc que j'avais adoré à l'époque, je sais pas si tu connais, c'est Harlequin SH. C'est ce truc-là, c'est Ouais, genre ouais. un SQL ID dans ton terminal. Et ce truc-là existe depuis 4 ans, je pense, c'est open source. Et à l'époque, je trouvais ça fun, tu vois, mais pour moi, c'est les gens qui sont sur Vim ou qui font du Emacs, tu vois, genre qui adorent ce truc, tu vois, ou du NeoVim. Mais genre, sinon, qui fait ça, tu vois? Bah, pour BSL, j'avais essayé de faire un peu un truc de dashboard dans le terminal. Oui, je me Et souviens. puis tu as des libs qui permettent de faire des charts, mais c'était encore assez limité, c'était la fin de l'année dernière. Et probablement que maintenant ça a pas mal évolué d'ailleurs. Mais j'étais surpris que tu puisses faire du charting dans le terminal. Je trouve ça assez cool. Bon, c'était pas encore, voilà. Ouais, c'était pas encore super développé, mais je trouve ça assez marrant. Ouais, je sais pas. Ah si, Reach, c'est un truc qui permet de faire ça en Python. Franchement. Alors, il y avait mieux, il y avait mieux. Mais c'était Et pas non plus j'ai incroyable. regardé mon revenu comme ça, c'est pas mal. Allez. Yeah, but that's just a symptom. The real problem is that my context wasn't my context. Cloud Code is the thing that controls my context. And behind my back, Cloud Code does things to the context. So you have the system prompt, which changes on every release, including the tool definitions. They would remove tools, modify tools. It's not good. They would insert system reminders in the most inopportune place in your context, telling the model, here's some information. It may or may not be relevant to what you're doing. That it actually says it may or may not be relevant what you're doing. And that kind of confused the model. Et ça, c'est ouf. Regarde, là, quand tu regardes le screen, bon, c'est en 2025, hein. Release date 2025-22, release date 19, tu vois. Là, dans le système prompt, il y a un hey en plein milieu. Ok. Dans le système Mais prompt de d'ailleurs, Cloud Code. C'est une dinguerie. pour Nao, est-ce que tu avais étudié leur système prompt en détail pour Ouais, t'inspirer on des s'était trucs? inspiré on s'était pas inspiré de Cloud Code parce qu'à l'époque c'était pas encore la hype, mais sur Now IDE, c'était inspiré de suite de Cursor. Et sur open source, on a un peu regardé le système prompt de Cloud Code, mais on a simplifié quand même significativement parce qu'il y a trop de trucs qui servent à rien, je trouve. Enfin, Ouais, ça va pas être simple à faire. Enfin, après, tu copies un peu les autres, mais ouais, d'avoir un truc. Bah après, bon, bah, ils vont voir la suite de la vidéo, mais peut-être la solution, c'est finalement ça. ouais. Et là, ça c'est pareil, ça c'est drôle. Bon, là, il met la date, mais il y a vraiment un timestamp dans le système prompt, ce qui est bizarre parce que ça doit invalider le cache, mais je sais pas trop comment il gère ça. Et tu vois, genre là, il y a le write haiku about it. Je pense que c'est genre. Là, ouais, c'est ouf, hein, pour un produit comme ça. Je pense, ouais, ce serait intéressant d'avoir un peu tu sais, un documentaire, comme le truc de documentaire Netflix de F1, Ouais, mais à l'intérieur de la dev team d'Anthropic. c'est Kind clair. of broke my word. On top of all that, Mais d'ailleurs, ça me fait penser, il y a un documentaire qui est réalisé par un réalisateur de ouf, enfin de ouf, un gros réalisateur aux US, ça s'appelle AI de Documentary. Je sais plus si on en a parlé ensemble. AI de Documentary. Et en gros, c'est ça, de AI Doc, or How I Became an Apocalyptimist. Et en gros, les producteurs, c'est les producteurs d'un film qui est genre, qui s'appelle Everything Everywhere All at Once, qui a gagné genre un Oscar.
Et en fait, dans le reportage, ils ont Sam Altman, Amodei, Demis Hassabis. En gros, ils ont des pontes qu'ils interviewent en facecam comme ça, où ils leur demandent est-ce que tu penses que l'humanité va subsister, etc., etc. Et ça a l'air bien fait. C'est pas encore sorti, je crois, ou c'est sorti aux US, mais pas encore ici en Europe. Mais ça va être sur Apple Store. Ouais, ça va être intéressant ça. Ouais, ça va être intéressant. Après, ouais, je sais pas, j'y repensé aujourd'hui, mais j'en ai un peu marre d'entendre que des voix US autour de ça. Ah, bah ouais, bien sûr. Ouais, ça me gave tellement. Qu'il n'y a pas de voix vraiment qui émerge en Europe autour de ça. Et justement, probablement, ce talk, c'est peut-être la première que j'ai entendue. Et c'est pour ça, je pense qu'il a aussi autant résonné. Ouais. C'est que ça donne un peu vraiment une sorte de contre-écho à tout cette AI maximalism qu'on entend beaucoup aux US, quoi. Et ça fait du bien, quoi. Observability, because that's how the tool is constructed, and I like knowing what my agents are doing. There's zero model choice, which is obvious. It's the native Anthropic harness, so it makes sense for them to want you to use Claude, right? And there's almost zero extensibility, and some of you might have written some hooks for Claude Code, but I'm telling you, the number of hooks and the depth of those hooks is very shallow. And every time a hook triggers, what actually happens is a new process gets spawned. Basically, the command you specified for that hook to be executed. And I don't find that specifically. So I took a step back and looked around for alternatives, and I'd like to especially call out AMP and Factory Droid, the Porsche and Lamborghini of coding agent harnesses. So if you can afford them, please use them. They're at the frontier. They're really good, and the teams are fantastic. And there's a bunch of other options. And I have history in OSS, so naturally I kind of gravitated towards OpenCode. And again, brilliant team. Tu connaissais, toi, AMP et Factory? Alors, AMP, ouais, de nom, mais jamais testé. Et Factory, non. Ok. Et toi? Super high execution velocity, and they don't sell you hype, they sell you tools that work for the most part. I started looking under the hood of OpenCode with respect to context handling as well, because that's the most important part for me. And I found a bunch of things like, given some conditions, OpenCode would just prune. Ça, c'est ouf, tu vois, ce qui dit ça, là, que dans OpenCode, tu as un prune de compaction de session après every agent turn. C'est ouf, quoi. Que, en fait, il prune. Il compacte, il summarise. Il fait un sum. Ok. Ah, mais c'est bizarre ça. Tu vois, genre, silently erase tout output beyond the last 40 000 tokens. Donc, ça veut dire que. Après, ça, c'est des trucs aussi qu'on a un peu dans Nao, mais on les a pas à 40 000 tokens, on l'a beaucoup plus loin. Du coup, ça veut dire que, genre, ton harness, il perd hyper vite la mémoire, quoi. Non, puis tu perds aussi des tokens à compacter, non, en plus, à chaque tour. Bah ouais, tu payes des tokens à compacter, ouais. Tool output after a specific minimum amount of tokens. And that basically lobotomizes the model. There's also LSP server support. Lobotomize the model, il dit. Which means every time your model is calling the edit tool, OpenCode goes to the LSP server that's connected, asks, are there any errors? And if so, injects that as part of the edit tool result. Which is bad, because think about how you editing code. You're not writing a line of code, checking the errors, writing the next line, checking the errors. You don't do that. You finish your work and then you check the errors. C'est marrant parce que tu vois, c'est des trucs qui déclenchent le pourquoi il a fait son propre truc. C'est des tout petits. Enfin, tu vois, c'est un peu des détails, tu vois. Genre, il dit dans OpenCode, j'aime pas la manière dont ça le faisait, dans le sens où ça écrivait une ligne, ça regardait le linter, ça écrivait une ligne, ça regardait le linter, au lieu d'écrire plein de lignes, il regardait le linter, tu vois. Et il se dit, bon, bah maintenant, je vais faire mon truc. C'est marrant parce que c'est pas typiquement la justification du dev, genre qui est, en gros, pour se faire plaisir, il veut construire un truc. Et à posteriori, tu essaies de trouver un peu un rationnel derrière. Mais c'est quand même incroyable, tu vois. C'est pour ça qu'il y a des trucs trop cool qui sortent, quoi. C'est qu'il y a des gens qui, pour des détails, ils se cassent la tête à recréer des trucs, quoi. Other things like storing individual messages of a session in a JSON file. Each message is a JSON file on disk. There was this, and this happens to all of us, no blame there. But it's not great if by default the server spins up course headers are set in such a way that any website you open in your browser can now access your OpenCode server. That's, yeah. And entirely unrelated to all of this, I started looking into benchmarks for coding agent harnesses and found Terminal Bench, which is a pretty good benchmark, all things considered. And the funny part about it is that it's the most minimal kind of thing you can think of. All it gives the model is a tool to send keystrokes to a Tmux session and read the output of that Tmux. There's no file tools, no sub-agents, none of that stuff. And it's one of the best performing harnesses in the leaderboard. Here's the leaderboard from December 2025. Irrespective of model. C'est marrant ce Terminal Bench, la manière dont il est construit. Attends, et là c'est quoi? C'est December? Codex CLI, c'était le premier. Ok. Il a un vieux screen là. D'ailleurs, Kimi 2.6, je crois qu'ils sont super bien placés sur ce bench. Je crois plus haut que Opus, à vérifier. Mais j'étais surpris aussi à voir ça aujourd'hui. Mais là, il y a. Ouais, c'est quoi? C'est qui? Non, c'est pas Kimi 2.6. Là, aujourd'hui, il y a. C'est quoi? C'est un Qwen avec 3 milliards de paramètres actifs qui fait quasiment la même perf que Opus 4.7 ou un truc comme ça. J'ai vu. Ah, moi, j'ai vu Kimi 2.6 qui est sorti aujourd'hui et qui a des super perfs. Je comprends rien. Où est-ce que je clique là sur ces. Wow. Ces UI là, AI generated, c'est genre, je comprends pas. Où est-ce qu'il faut que j'aille là? C'est quoi cette page? Mettez-moi du relief, quoi. Je comprends pas. Bon, c'est toutes les tâches. Tu comprends pas, c'est pas pour toi, c'est fait pour les agents. C'est vrai. Qui consomment automatiquement. Et du coup, là, c'est quoi? Ah ouais, mais c'est plein d'agents, mais il n'y en a aucun qui est Forge Code. Ah oui, en fait, c'est des agents basés sur des modèles spécifiques. Donc, c'était harness. Ok, bon, ça n'a rien à voir avec le truc qui montre.
whatever. Finally, terminus scores higher, mostly higher, even higher than the native hardness of that model. So what does that tell us? A form 2 thesis is, we are in the fuck around and find out phase of coding agents, and their current form is not their final form, right? So, second Mais ça, je thesis, pense que c'est important parce que, en effet, ça fait, je sais pas, 1 an que les bonnes pratiques, entre guillemets, les bonnes pratiques ou les manières de faire, elles évoluent tellement vite que j'ai vu dans chez pas mal de clients, des gens qui essayent un peu d'implémenter les bonnes pratiques à un moment T, sauf que ça prend du temps, et donc ils se retrouvent à T plus 6 mois, à toujours essayer d'implémenter les bonnes pratiques d'il y a 6 mois, et donc du coup, tu es un peu toujours en mode catch-up, et du coup, je pense que c'est pas simple pour beaucoup d'entreprises d'avoir un peu un bon setup autour de ça, enfin un peu actuel, je dirais. Mais je pense que la bonne approche à avoir, c'est se dire, voilà, dans tous les cas, ça va changer. Pas investir trop de temps sur des trucs un peu trop éphémères. Mais ce qu'on avait déjà aussi mentionné dans une vidéo, c'est voilà, d'essayer d'avoir des bons fondamentaux, typiquement des bons modèles de données, des choses comme ça. Et après, la smile, tout ce qui est vraiment agentique, ça change tellement vite que probablement dans 6 mois, il y aura vraiment complètement d'autres manières de faire, quoi. Ouais, et je pense qu'une illustration de ce que tu dis là sur le lag, je dirais, c'est par exemple le RAG, tu vois, genre il y a encore des gens qui sont en train d'essayer de faire des RAG pour faire des trucs où tu fais un pré-RAG avant pour foutre dans le contexte, enfin, c'est très 2022 cette manière-là de faire des choses, tu vois. J'aurais dit 2025, mais Ouais, c'est vrai, peut-être que je suis allé un peu trop lentement. Et je pense que le deuxième truc, je pense un conseil là, qui m'est arrivé en tête quand tu as dit ça, je pense qu'il y a 2 choses à avoir en tête. Enfin, plutôt la chose principale à avoir en tête, c'est tu veux que les gens fassent de l'agentique, tu veux que les gens utilisent de l'AI pour, dans ta boîte, peu importe ce que c'est le contexte. Et je pense qu'il y a un truc important, c'est maîtriser d'une certaine manière le front-end ou la manière dont les gens consomment ton truc et cacher toute la tuyauterie dans un truc back-end qui est facilement interchangeable, tu vois. Genre te dire, OK, je veux que des gens fassent des choses, je leur donne un front-end que j'ai développé ou j'utilise une UI en open source, tu vois. Genre, je peux dire Nao, mais je peux aussi dire LibreChat ou ce genre de choses, tu vois, qui sont très agnostiques open source, qui sont tu vois, le front-end que tu donnes aux gens. Comme ça, ils s'habituent dans ce truc-là. Et après, toi, tu peux juste changer avec les nouvelles pratiques, les choses qui arrivent dans le back-end ou dans dans l'arrière-boutique du truc. Comme ça, les gens, ils changent pas de UI, ils ont toujours leurs habitudes et ils créent leurs habitudes dans un truc. Mais toi, tu joues juste avec la tuyauterie derrière et dans l'arrière-boutique quand tu fournis des services à tes users, tu vois, je pense. si l'UI reste la même aussi. Ouais, si l'UI reste la même, mais aujourd'hui, ça s'est stabilisé quand même d'une certaine manière la UI, tu vois. Genre, aujourd'hui, un modèle, c'est un truc qui strip des tokens et ensuite on fait de l'interprétation de tokens, tu vois. Enfin, genre, et ça n'a pas changé depuis 3 ans, quoi. Ouais, mais genre le chat, comment est-ce que ton chat il va évoluer? Probablement il va évoluer. Bah, genre, tu vois, par exemple, ce qu'a pondu Anthropic aujourd'hui, où t'as, je sais pas comment ça, live, c'est ça, un peu ce que t'as Live posté d'ailleurs artifact. sur LinkedIn. Exactement. Donc, Ouais. ça peut être un chat et puis tu as des artefacts qui tournent autour. Et puis, ça, si tu choisis un framework de chat, peut-être que ce sera pas encore supporté et que ce sera supporté par un autre, etc. Donc, je pense que Ouais. oui, je suis d'accord avec toi, mais après, à cette exception-là, mais Après, tu vois, genre, c'est pas non Live plus ça que ça Artifact bouge. de Anthropic, c'est genre juste, là, c'est que dans Cowork, pour l'instant, c'est que dans un certain endroit. Ça se trouve, ils le bougeront à d'autres trucs, hein, mais ouais, t'as raison. coding agents, and their current form is not their final form, right? So, second thesis is we need better ways to fuck around. And for me, that means self-modifying malleable agents, things that the agent itself can modify and I can modify depending on my workflow. So I stripped away all the things, built a minimal core, but made it super extensible, and made it so that the agent can modify itself with some creature comforts. It's not entirely bare bones. So that's Pi. It's an agent that adapts to your workflow instead of the other way Et around. ça, c'est ce qui a fait cliquer aussi pas mal de gens avec OpenClaw. C'est qu'en gros, OpenClaw, il se crée ses propres skills lui-même suivant les tâches que tu lui demandes. Ouais. Et ça, d'avoir un soft qui auto-évolue, ça, je trouve que c'est surpuissant. Enfin, c'est trop bien, quoi. Et je pense que ça va s'étendre à un peu tout le software, dans le sens que, par exemple, les UI vont aussi auto-évoluer, je pense. Il n'y a pas de raison qu'un agent ne génère pas à partir de composants standards, ne génère pas une UI pour un use case donné. Et là, il génère ses propres skills. D'ailleurs, Claude Code a intégré ça aujourd'hui, self-modification. Ça commence à arriver aussi dans Claude Code. Et ça, pour moi, c'est clairement le futur, quoi. C'est vraiment l'ultra-personnalisation du software, même pour l'utilisateur. Ouais, et sur les UI, je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas parce qu'il y a un sujet un peu technique d'infra ou de logiciel. Il faut développer des UI qui sont extensibles facilement. Tu vois. Et c'est possible avec le CSS. Tu vois, genre, tu peux dire que chaque user a un agent qui génère un CSS adapté au user parce que, je sais pas, tu vois, tu as un user qui est daltonien d'une certaine manière et du coup, il a genre un daltonien spécifique et du coup, il faut que ses couleurs soient affichées d'une certaine manière, ses trucs soient affichés d'une certaine manière. Où chaque user a une manière spécifique de voir un site web pour qu'il soit adapté à lui, et ça, tu peux le corriger, je dirais, facilement avec du CSS. Mais après, il y a toute une partie applicative où étendre l'app, c'est pas un truc qui est facile à faire dans beaucoup d'apps aujourd'hui, tu vois. Et je pense qu'il y a un nouveau truc à
rajouter on top de React ou une extensibilité de React pour en fait créer ce layer extensible facile, tu vois. J'ai pas mal travaillé là-dessus ces derniers mois. Je fais un projet qui s'appelle Boring UI. En gros, c'est un workspace où tu as un chat qui est central et des artefacts qui vivent à côté. Ouais. Et en fait, tes artefacts, ils dépendent. Parce qu'en fait, demain, le software, ça va être un chat avec des artefacts. Et ça, tu peux appliquer n'importe quelle verticale, ce sera toujours la même chose. Et en fait, tu peux avoir des artefacts qui sont juste générés pour ton use case spécifique. Et donc, j'utilise ça pour faire des softwares centrés autour des agents pour des niches. Mais en fait, la trame, c'est toujours la même. C'est toujours un workspace avec un chat et des artefacts que tu peux naviguer à côté. Et moi, je trouve, enfin, ça me passionne ce truc. Je trouve que c'est vraiment ça. En fait, tu peux faire tout fitter là-dedans. Littéralement tout fitter là-dedans. C'est très stylé. Ouais. Ben, je vais l'open sourcer probablement la semaine prochaine. Ok. Si j'arrive à suivre mon technique, on pourra en parler sur Yes. cette chaîne. Trop bien, trop hâte. With 4 packages, an AI package is basically just an abstraction across providers and context handoff between providers, an agent core, which is just a while loop and the tool calling, bespoke TUI framework. I come out of game development, so I built a thing that actually doesn't flicker too much, and the coding agent. Et là, on arrive à un truc qui est hyper intéressant. C'est bon, il dit, tu vois, PyDev, c'est ces 4 trucs-là, enfin ces 4 blocs qu'on voit dans le repo GitHub. Et après, il dit, bah, et ça, c'est le système prompt. Et je trouve qu'on peut faire des petites pauses là sur chaque partie du système prompt parce que c'est assez intéressant. En gros, il dit, le système prompt, bah, je lui dis, c'est un expert coding assistant et j'ai pas besoin de dire plus de choses parce qu'en fait, déjà, les LLM, ils ont été entraînés maintenant sur qu'est-ce que c'est être un coding agent, quoi. Ensuite, tu lui dis, j'ai 4 tools, tu as quelques guidelines. Here's Pi's system prompt. That's it. Eventually, the industry created a new standard called skills, which is basically just Ensuite, il liste la liste des skills qui sont dispo. files. So we added that as well, and that needs to go in the system prompt. So begrudgingly, we had to add a couple more lines. And finally, here's the magic that makes Pi able to modify itself. We shipped the documentation, which was handcrafted by me and an agent, and code examples of extensions. And Et ça, c'est le truc que tu disais juste avant, c'est la partie extensibilité où le Pi agent, il peut se auto-écrire des choses, quoi. Et tu vois, genre, dans le système prompt, c'est tellement peu de lignes d'expliquer ça, c'est ouf. Tu vois. Et après, bon, ça s'étend parce qu'en fait, il écrit des documentations en dessous pour chaque truc et tout. Mais c'est ouf qu'en si peu de lignes, il le compacte. Enfin, moi, je trouve pas ça ouf, en fait. C'est genre normal que ça soit aussi compact, quoi. Mais est-ce que tu crois que ça aurait été possible de sortir ça il y a un an, dans le sens où Claude Code aussi, au moment où ils ont sorti, ils avaient des modèles qui étaient beaucoup moins puissants, qui n'étaient pas entraînés justement sur les harness de Coding Agent. Donc du coup, probablement, ils ont dû blinder aussi leur système prompt, leur système pour guider l'agent. Et du coup, est-ce que tu crois que Pi, c'est juste la conséquence naturelle de l'entraînement des modèles qui a été fait sur justement quand on fait tuner sur les Coding Agents? Ouais, c'est possible que le RL on top pour faire de l'agentic coding aide à ça, ouais. Je suis d'accord. Mais du coup, ce qui est élégant comme solution, je trouve. Ouais, c'est élégant. Parce que- En fait, pour voir ça, il faudrait tester, tu vois. Genre, il faudrait tester si tu prends un Pi et que tu le mets sur un 3.5. 3.5, bon, ils l'ont Ouais. déprécié, mais il faudrait voir ce que ça donne, tu vois. Ouais, c'est clair. all we need to do for the agent to modify itself is tell it, here's the documentation, here's some code that shows you how to modify yourself by writing extension. It comes with 4 tools. That's all it has. Read, write, edit, bash. Here's the tool definitions. Don't modify yourself by writing extension. Je vais juste mettre. Et ça, c'est l'autre petite magie un peu explosant cerveau de Pi, c'est qu'en fait, par défaut, il vient avec 4 outils, quoi. La lecture de fichiers, l'écriture de fichiers, l'édition de fichiers et le bash. Et juste avec ça, bah, tu es capable de faire de l'agentic coding. Et tu peux faire tout en fait, c'est ça qui est violent. Tu peux vraiment tout faire, avec les bons skills après en plus, que tu Ouais, les rajoutes bons skills ou les on bonnes top. CLI, ouais. Et pour faire une pub Nao, Nao, c'est littéralement la même chose. Il y a juste un tool supplémentaire qui est Execute SQL. La raison, c'est parce qu'en fait, vu que c'est un truc data, on a voulu et qu'il y a des droits data spécifiques, on n'avait pas envie que ça passe par le bash et que tu fasses une compréhension de bash parce que c'est pas méga pratique de transiter la donnée en bash et de la faire sortir en std out. Du coup, on a un tool supplémentaire qui s'appelle Execute SQL, quoi. Mais globalement, Nao, c'est littéralement 5 tools, quoi. Et peut-être mais je pense que c'est un peu une convergence, ça, c'est d'avoir le moins de tools possible. Tu peux montrer peut-être la vidéo du gars de Cloudflare, juste à côté là, d'anglais. Et en gros, pareil, au mieux d'avoir en gros, pour avoir des agents qui accèdent à leur console, je crois ils ont des milliers d'endpoints sur leur API. Au mieux de faire des tools spécifiques à chaque endpoint, ce qui ferait un nombre de tools interminable, ils ont juste fait 2 tools. Chercher tous les endpoints et appeler un endpoint. Exact. Et c'est tout. Et ça suffit. Ouais, c'est trop stylé. It comes with 4 tools. That's all it has. Read, write, edit, bash. Here's the tool definitions. Don't read the text, just look at the size. That's it. Here's what happens when you start a new session in one of these tools. So the thing is, the models are actually reinforcement trained up the wazoo, so they know it. Et ça, c'est bon, c'est du flex un peu, mais c'est genre assez intéressant et caractéristique, tu vois, de montrer que aujourd'hui, Cloud Code, juste le système prompt et les tools, c'est 10K tokens déjà. Et les autres, enfin, Codex, c'est quand même plutôt compact. Mais tu vois, genre Pi, c'est déjà rien que sur un message, tu utilises 10 fois moins de tokens au démarrage, quoi. Mais là, on n'a pas en plus l'historique de lancement des produits. Genre un Cloud Code, 2 Open Code, 3 Codex, 4 Pi.
historiquement. Probablement, ouais. Ouais, c'est ça. Et du coup, en fait, tu as un truc qui forcément grossit avec le temps. Ouais. Mais ouais, ça c'est violent. En fait, quand tu utilises Py, tu sens. Enfin, je sais pas si c'est l'UI ou si c'est vraiment, mais tu sens que c'est plus rapide. Quand tu utilises le même modèle côté Cloud Code, côté Py, alors c'est probablement dû à l'UI parce que Cloud Code te cache pas mal de trucs derrière, mais tu as l'impression que c'est un peu plus réactif. Enfin, Ouais, et c'est puis, le feeling que j'ai. pour rappel, genre dans le leak de Cloud Code, on a appris qu'il y avait 500 000 lignes, tu vois. Ça veut dire que 500 000 Ouais. lignes, il y a quand même un petit peu de logiciel où il y a des ifs, des machins, des trucs avant que la data arrive dans ton front-end et s'affiche, tu vois. Donc, bah, ça joue. Enfin, tu vois, genre, c'est des petits détails qui jouent, tu vois, je pense aussi. Ouais. What a coding agent is, because the coding agent harness is basically what they're being trained when they are post-trained. You don't need 10,000 tokens to tell them you're a coding agent. They know because they are coding agent. Pi is also YOLO by default because my security needs are different than yours, and I don't think a little dialog that pops up every time you call bash asking you to approve is a smart security mechanism. So instead, I give you so much rope that you can build anything that's fit for your specific security needs. There's also stuff that's not built in. I'm a heathen because this is how I do it. Donc ça, c'est intéressant, tu vois. Genre, bon, il dit ma sécurité, c'est différent de la boîte, blablabla. Mais en gros, c'est YOLO by default. Et ensuite, il dit bah, on n'a pas de MCP, on n'a pas de subagent, on n'a pas de plan, on n'a pas de background, on n'a pas de to-dos. Et il explique qu'est-ce qu'il faut utiliser en face de manière un peu extensible et simple et pragmatique, quoi. Et ça marche. Et ça De fou. marche. Ouais. Ça suffit en fait. Ça suffit clairement. Après, ce qui est fou, c'est que il a outsourcé justement la création de toutes ces un peu Ouais. ces features. Et du coup, il y a alors c'est un peu il y a un peu le pro et le contre dans le sens où c'est trop bien, les gens ils ont des idées incroyables. Donc en gros, ils réimplémentent les features de Cloud Code mais dans Py, mais en mode enfin, moi je trouve beaucoup plus stylé. Mais après tu as beaucoup de flops, c'est-à-dire que c'est à toi de filtrer le truc, de choisir les bonnes extensions et etc. Mais je trouve ce projet il est très sympa. But if you don't like that, then you just ask Pi to build you sub-agent support or plan mode or MCP support, whatever you need. Extensibility comes with a bunch of table stakes and then with the extensions itself. And extensions in Pi are just TypeScript modules. In the simplest case, a TypeScript file on disk. You point Pi at that. Here's an extension loaded as part of the harness. And with that, you get basically an extension API that lets you hook into everything and define stuff for the harness to expose to the model. And that includes tools, slash command shortcuts. You can listen. Et ça, je crois qu'il le dit en live, c'est que dès que tu fais de l'extension, le truc, il se auto-reload aussi. Et du coup, tu peux Ouais. demander à l'agent de se développer ses propres choses. Et ça se Dans la auto-reload instantanément et tu n'as pas besoin de redémarrer quelque chose, tu n'as rien besoin de faire, Exactement. c'est juste auto-reloaded, quoi. Mais je pense pour ça qu'OpenCloud ça marche aussi bien. T'as pas besoin de redémarrer le Ouais. truc pour qu'il pick up ses tools pour le futur. Enfin, tu vois, pour les prochaines exécutions. And then save state in the session that's optionally provided to the agent as well, or stored there for tools to modify to reinvent that hot reload. So if you develop an extension for Pi, you do so in the session and you hot reload the changes and see the effects of that immediately, which is very great. And it's also game development thingies. In game development, you want very low iteration speeds, and that's great. So a couple of examples. Claude or Anthropic ships the Slash, by the way, which lets you talk to the agent while it goes on its main quest. I posted this little prompt on Twitter, jokingly, and somebody built it in 5 minutes with more features. And they didn't have to fork or clone Pi. They just let the agent write the extension based on the prompt. Here's Nico. He's one of the most prolific extension writers. I don't know what the fuck is going on here. Room for all of his Ce gars-là, Nico, Ouais. c'est un Canadien, faut le suivre lui. Il fait que ça. Il fait que des extensions Py. Ok. Et il a trop des bonnes idées. Ça, il est brillant, le gars. Ok, trop stylé. And they talk with each other. I would never use this, but all of this is custom, including the UI. Or you can play NES games, or you can play Doom. And there's a bunch of other examples I'm not going to talk about. So how do you build a Pi extension? You don't. You tell Pi to build it for you based on your specifications, and then you just iterate with it on that and hot reload during the session. I'm going to skip that example as well. And if you don't like building things yourself, and I hope you do like building things yourself, but if you don't, you can look on NPM or our little search Ah, ça, j'avance un peu. Pi had compaction. Ça peut sauter. Yeah, and then eventually Peter happened. He put Pi inside of OpenClaw. It's a Gently core, Ça, c'est which ce meant qu'on my disait sur open source OpenClaw, project quoi. became the target of a lot of OpenClaw instances, unbeknownst to their users. Mais tu sens pas dans ses choix produits que le gars il a quand même pas mal d'expérience déjà dans le fait de construire des produits open source. Je vois alors déjà le focus sur les détails, Ouais. et puis surtout l'intentionnalité, il réduit au maximum le scope de son produit au minimum. Et du coup, ce qui fait que ça rend le truc super clair. Et même si on revient même au repo que tu as montré tout au début, genre comment est-ce que c'est structuré, c'est 4 sous-packages, et puis tu n'as presque rien dans chaque package, quoi. Tu comprends exactement ce que c'est. Et je pense que ça... Bon, je pense que le gars, il a quand même construit pas mal d'open source avant, donc ça se sent. Et je pense que le fait d'avoir aussi des trucs ultra ciblés, ça aide pour les agents. Parce que tu as des codebases qui sont petites, qui fit dans le contexte facilement. Et donc, du coup, ça aide aussi énormément pour avoir un truc qui soit bien maintenable, quoi. Il avait fait quoi avant? Il a du verre, au moins depuis une année. Ouais. Tu vois qu'il a, Non, mais le truc- il a build de Pi à ce moment-là, et après, là maintenant, c'est Pi qui travaille et il fait plus grand-chose. Tu vois. Ouais. Mais il a fait D'ailleurs, peut-être qu'on pourra revenir sur ce concept de
comment est-ce qu'il maintient. Il fait des vacances de maintenance. En gros, il dit voilà, pendant 2 semaines, je vais rien faire. Et après, il rouvre. Et puis là, justement, tu peux retrouver ces blog posts. Ok. C'est que maintenant, alors, il me semble, il a fait une nouvelle policy où, en gros, si tu veux pouvoir committer, il faut que tu sois prévalidé comme committeur. Ah C'est-à-dire qu'il faut que oui, tu fasses il explique là. Ok, c'est après, ouais. Je sais plus si c'était dans la vidéo ou pas. Bon, on verra. Ah bah voilà, c'est Il parfait. explique justement là. Donc Nickel. là, il dit Clunkers are destroying OSS as we know it. Donc il dit genre les agents et toutes les personnes qui font de la contribution open source détruisent un peu l'OSS parce qu'ils rajoutent plein de trucs que tu veux pas, quoi. Clankers are destroying OSS. Here's Fielddraw. They closed down the issue and pull request tracker. Here's OpenClaw trackers. Donc là, montre 5000 issues sur OpenClaw, 5000 pull requests. Here's mine. Half of that is OpenClaw instance. Donc sur PyMono, bon, il a pareil. Who Ah non, post garbage. pas pareil. Il a quand même significativement moins de choses. So I start rage against the clankers. If you send a pull request, it gets auto-closed with a comment that asks you to please write a nice issue in your human voice, no longer than a screen worth of text. Du coup, c'est intéressant. Donc, pour le dire en français, ce qu'il dit, c'est dès que tu ouvres une pull request, elle est instantanément fermée avec un message qui te dit écris une issue avant, tu dois écrire l'issue comme un humain. Et si un mainteneur te met looks good to me, tu seras ajouté dans la liste des contributeurs du repo. Exactement. Et cette fois, tu pourras submit ta pull request qui répondra à ton issue ou whatever. Je trouve ça super malin. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, je vais faire pareil sur Nao, je crois. Ouais, c'est trop bien, c'est trop bien. Mais en fait, du coup, c'est le gars d'OpenClaw justement qui disait que PR, c'était prompt request. Ouais. Et en effet, je crois que c'est ça en fait. Parce que sur BSL, moi, je vois ça en fait. J'ai pas besoin d'avoir des gens qui font une PR. J'ai juste besoin d'avoir des issues qui soient bien documentés. Et après, moi, je take over et puis j'ai déjà mon contexte qui est propre en local. Et puis du coup, j'ai pas forcément besoin d'avoir plus. De ouf. Et ce qu'il dit dans le PR Peter d'OpenClaw, c'est qu'il dit qu'il faut que ça soit prompt request. Et surtout, ce qu'il dit, c'est il y a beaucoup de gens, quand ils te font une pull request, tu sais pas quel modèle ils ont utilisé pour le faire, ou tu sais pas quel effort ils ont mis, quel reasoning, tu sais pas les trucs. Et parfois, ils n'ont pas pris le frontier truc. Et du coup, ils n'ont pas la meilleure qualité de. Bon, c'est du maximalisme par rapport à ce qu'on disait comme discussion au tout début, je crois, avant qu'on démarre le podcast un peu, tu vois. Mais ils n'ont pas utilisé les meilleurs modèles pour faire les choses. Et toi, tu sais pas en tant que mainteneur ce qu'ils ont utilisé. Et donc, parfois, tu vas regarder du code qui aurait pu être mieux écrit, etc. Et que tu as du mal à review quand tu as 20-30 files, tu sais pas si ça avait été écrit par un vieux modèle ou pas. Tu vois. Ouais, c'est juste. And if I see that, I write looks good to me and your account name gets put in a file in the repository, and the next time you send a pull request, it's let through. Clankers don't read that comment. They don't go back once they posted the pull request. So that's a perfect filter. Mitchell eventually turned it into Vouch. Here's a clanker. I also labeled them. If you had interactions with OpenClaw, your issues get deprioritized. I also built tools where... C'est ouf, c'est dit si t'as déjà fait des trucs avec OpenClaw, t'es deprioritized, tu peux plus rien faire sur le repo. I embed issues and pull request texts into 3D space, so I see clusters of issues. I also invented OSS vacation. I just close the tracker whenever I want, so I have my life back. So does this work? Yes, sort of. Which leads me to Act 3. Ça me fait penser à... Il y a Wes McKinney qui a sorti, je crois, c'est quoi? Non, c'est pas Agent Review, mais il a sorti un nouveau projet récemment qui permet justement pour les maintainers open source c'est Middleman, ça s'appelle, qui permet pour les maintainers open source d'avoir une petite UI qui est un peu meilleure. Non, c'est pas ça. Un peu meilleure que les issues GitHub pour justement pour review TPR. Hop, c'est ce truc-là, je crois. Merde, je voulais pas aller sur Twitter. Ce truc-là, il a fait genre une local first GitHub. Il n'y a pas de, il a pas fait d'effort. Il y a pas de screen du truc, mais je l'avais testé. En fait, c'est une UI locale qui cache tout ton contexte GitHub et qui est un petit peu plus simple pour review les PR. Ok, bah faudra qu'on l'invite pour qu'il vienne nous en parler. Faut que je m'en occupe. Fuck down. Everything's broken, and then there's people that say, "Our product's been 100% built by agents." No, congratulations. Là, mais en fait, les applaudissements, ça veut dire beaucoup, je pense. Bah oui, ça veut dire que tout le monde pense la même chose, quoi. Exactement. Et on est à Engineer Europe, donc en fait, c'est que les gens qui utilisent des coding agents pour coder, quoi. Exactement. C'est marrant comment une blague, ça fait remonter beaucoup d'émotions communes, je dirais, chez tous les gens qui sont vraiment derrière le code, et pas seulement ceux qui en parlent, tu vois. Mais ce qui est ouf, c'est que, enfin, tu vois, genre, c'est une conf où les gens qui sont là soit build des choses comme Mario là, soit utilisent de l'AI tous les jours pour coder. Et il dit, enfin, en gros, sa blague c'est ça, c'est genre, il y a plein de bugs et il y a des gens qui disent nos produits est fait 100% par des agents. Étonnant.
C'est ouf. I'm hearing this from my peers, and this is entirely unhealthy. So here's how we should not work with agents and why, at least in my opinion. I wrote this on my blog a while ago, but the basic is this. We're having army of agents and you're using beats, and you don't know that it's uninstalled on malware. And Anthropic built a C compiler. It kind of works, but actually doesn't. And we're hoping the next generation of mobs will fix it. And here is Cursor building a browser, and that's also super fucking broken. But the next generation will fix it. And SaaS is dead. Software is solved in 6 months. And my grandma just built herself a Spotify with her OpenClaw. Come on, people. So agents are actually compounding boo-boos, which is my word for errors, with zero learning and no bottlenecks, and delayed pain. The delayed pain is for you. Here's your code base on a human, on 1 agent, and 10 agents. How much of the agent code can you review? Here's Donc ça, ouais, c'est le truc intéressant, quoi. On en a beaucoup parlé aussi dans le podcast dans le passé, hein, mais c'est quand tu as une agent swarm, bon là il fait sa métaphore avec des boubous, mais plutôt quand tu es ici, quand tu as une agent swarm, tu as 150 000 lines of code per day. Bon, il y a un problème quelque part, quoi. Ouais, Gary pourra confirmer. Je sais pas, il faudrait qu'on regarde combien il y a de lignes de markdown dans son Gstack. D'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais genre Garitan, maintenant, il est président de YC et il vient de rejoindre YC en tant que CEO d'une boîte. Ah, pratique. Ouais. Et donc, en gros, il lance un nouveau produit autour de tous les trucs qu'il fait là, que ce soit Gstack ou je sais plus, il a un autre truc. Et il vient de rejoindre YC en tant que founder d'une startup. Mais du coup, il s'auto-finance. Et 500K. Ouais, alors ça, je 5%, sais pas, c'est ça se trouve, il le fait pas comme ça, mais attends, c'est genre Garitan. Est-ce que si je mets ça, non, je peux pas le trouver. Bon, après, il a raison, hein, franchement. Ouais, C'est le président du truc. Non, mais moi, je trouve ça pas mauvais, mais je sais plus ce qu'elle fait, sa boîte. YC Partner, yes, cool. On peut voir ses boîtes. Genre, si je Dans la clique là. photo, peut-être, non? Il est photographe à la base. Ouais, il est photographe, ouais. Submission, est-ce qu'il a parlé de sa nouvelle boîte? Non, il n'a pas parlé de sa nouvelle boîte. Bon, bah, je la sortirai la prochaine fois, parce que j'ai pas envie d'aller dans le truc interne de YC. Here's your code base on a human, on 1 agent, and 10 agents. How much of the agent code can you review? Here's the same code base, but expressed in number of boo-boos per day. How much of those boo-boos do you think you'll find? Then you say, oh, I have a review agent. Let me introduce you to the wonderful world of the Ouroboros. Doesn't work. It catches some issues. The problem is that agents are merchants of learned complexity. Where did they learn that complexity from? From the internet. What's on the internet? All our old garbage code. There are some pearls on the internet, really well-designed systems, but 90% of code on the internet is our old garbage. C'est marrant parce que ça fait un peu genre quelqu'un qui est venu siffler la fin de la récré et nous mettre la tête dans le caca de genre on était tous en train de jouer là avec nos coding agents à faire nos trucs et il fait non mais les gars arrêtez de vous la saucer comme ça là, genre vous rappelez-vous tout le code que les agents ils ont appris, c'est tout le code dégueulasse qu'on avait sur internet quoi. Bon, mais en fait c'est vrai, c'est faux. Et ça a un peu changé maintenant. Vas-y. En fait je pense que c'est un peu vrai. Enfin dans le sens c'est vrai dans l'absolu, il y a plein de choses où il y a de code de mauvaise qualité. Mais il y a pour plein de sujets relativement peu complexes, ça génère du code qui va très bien aussi. Et donc en fait, je pense que son positionnement aussi, il est parfait pour une vidéo, pour un talk. Et c'est aussi à relativiser, c'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de code qui est de bonne qualité, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et puis aussi, au tout début, c'était ça les agents. Mais en fait, il y a un truc qui a changé, c'est la privatisation des choses. C'est que maintenant, les agents, ils apprennent sur les gens qui codent et qui ont review. Enfin, genre, en gros, à travers Cursor qui t'accepte et qui refuse, à travers Cloud Code où tu acceptes et que tu refuses, tu changes et tout. Mais en fait, maintenant, les agents, ils ont appris du renforcement de learning humain des choses qu'on leur dit, tu vois. Et donc, les agents de maintenant, c'est plus les agents qui avaient appris sur le corpus de Stack Overflow. C'est des agents qui ont appris sur tes codebases privés, parce qu'en fait, tout le monde a mis sa codebase privée dans tous les agents qui existent sur Internet, plus tout le renforcement de learning humain où on a dit bien, pas bien, tu vois. Et donc, en fait, c'est plus du tout la même chose qu'il y a un an, tu vois. C'est pour ça que j'ai remarqué que ce qui marchait bien, c'est par exemple de faire codex, revoir le code de Cloud Code. Et en fait, je pense que ça marche bien parce que les boucles de RL, elles sont différentes. C'est des données différentes. Donc, ce qui fait que tu as encore plus de fine-tuning qui est ajouté, quoi. Ouais, c'est un bon point. That's what the models learn from. And every decision of an agent is local, especially if the code base is so big that it doesn't fit into its context, and if you let it go wild and add abstractions everywhere that are intertwined. So that leads to a lot of abstractions and duplication and backwards compatibility in the output of their agents. Ça, c'est clair. Ouais. Ça, c'est vrai. Il a clairement raison. Mais après, ça, c'est des guidelines, tu vois, que tu fous. Et qui aident aussi à réduire. Mais c'est vrai que là, il a raison là-dessus. Ça, c'est un truc que tu vois souvent. Mais ça, je pense que ça va c'est en train de s'améliorer, puis ça va s'améliorer. C'est plus une question de guideline qu'autre chose. Fucking annoying, or defense in depth. So yeah, you get enterprise-grade complexity within 2 weeks with just 2 humans and 10 agents. Congratulations. And then you say, but my detailed spec. Yes, sure. You know what we call a sufficiently detailed spec? It's a program. So if you Alors, il fait des blagues, mais ce qui est vrai. Oui et non. Après, c'est un peu comme sur la même lignée d'avant, c'est que c'est aussi. Ouais, bien sûr. C'est un peu exagéré. Mais après, dans les faits, c'est vrai, c'est le software, c'est la meilleure spec qui existe d'une feature, tu vois. Ça, c'est Benoît qui pourra nous en reparler, quoi.
Ouais. Ces idées de math aspect. Probablement la manière la plus concise et la plus précise de le faire, c'est pour ce monde du code, c'est probablement des maths. C'est vrai. Fill in the blanks. And with what does it fill that in? It fills it in with the garbage. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne savent pas, on a fait un épisode avec Benoît Pimpo, vous pourrez aller l'écouter sur la chaîne, où on parle justement de maths à spec, qui était super bien, où il a fait des expériences de comment donner des prompts mathématiques aux AI pour coder des choses, genre un tic-tac-toe, des trucs comme ça. Et 3 allez semaines plus voir la tard, vidéo. il y a Mistral qui a lancé un papier exactement là-dessus. Ah, j'avais pas vu le papier de Mistral, trop sûr. Ouais, donc un précurseur, Benoît. Bah oui. Si tu nous écoutes jusqu'à la fin de cet épisode, ça sera un bon test pour savoir s'il écoute jusqu'à la fin. De ouf. Mediocre. And then you say, but humans also. Yes, humans are horrible, failable beings, but they can learn. And they are bottlenecks. There's only so many boo-boos they can add to your code base on a daily basis. And humans feel pain, which is a very interesting property because humans hate pain. And once there's too much pain, the human has a bunch of options. It can quit their job, it can blame somebody else and make them fix it, or everybody bands together and starts refactoring the shit out of the garbage code base, right? Agents will happily keep shitting. Parce que pour le coup, il a raison là-dessus, ça c'est drôle. Ça, j'aime bien, j'avais pensé à cette perspective. Moi, il y a un truc, franchement, qui m'impressionne de ouf. Enfin, là, il y a 2 trucs avec les agents que je trouve génial. C'est, je sais pas, tu vois, genre, je vais partir manger et il y a un bug là qui est bloquant, que j'arrive pas à résoudre, un truc comme ça. Tu dis à l'agent, j'ai ce bug là, loop until you fix it, tu vois. Genre, et tu reviens, et franchement, ça m'est arrivé 2-3 fois là. J'ai une trace il a lancé, je sais pas, 200, 300 bash commandes pour faire ces trucs, tu vois. Et il t'a trouvé, parfois il t'a trouvé un correctif qui est pas ce que tu voulais. Il a mis genre une ligne à un endroit pour cacher. Mais parfois, il trouve les root causes et franchement, c'est assez bien foutu. Enfin, c'est pas assez bien foutu, c'est juste, c'est génial, tu vois. Genre juste le truc endlessly, never tired et juste, bah, il fait des trucs, quoi. Tu lui donnes un goal et il stick. Et Bah, ça, c'est genre, génial. ouais, exactement. Alors, sauf qu'en fait, ce endless, le fait de travailler sans réfléchir, sans fatigue, etc., bah, ça se réverse ingénieur contre toi, parce que tu as envie de les faire travailler comme ça. Donc, Ouais, du coup, c'est-à-dire que toi, tu dois les filer comme ça. Et ça, c'est ça, je trouve que c'est un peu fatigant. Mais je pense qu'on a. Bah, là, déjà, par rapport au début de l'année, personnellement, j'arrive à. Avec le temps, on s'habitue, quoi. ouais. T'arrives à prendre un peu de distance par rapport à ça. Je sais pas pour toi. Ouais, de ouf, moi aussi. Et il y a un autre truc là que j'ai eu, c'est une petite anecdote. Franchement, cette semaine, j'ai eu 2 bugs. Je creusais avec l'agent, j'arrivais pas à résoudre. Et dernière situation, je me dis, bon, bah, c'est bon, j'arrive pas à le résoudre, ça me saoule. Et du coup, le bug, c'était quelqu'un qui avait mentionné un truc dans le Slack communautaire de Nao, tu vois. Et j'avais eu une conversation avec cette personne, je pense qu'il y avait 100 messages dans la conversation Slack avec la personne. Et, Collé. et tu vois, genre, il me disait des trucs, moi j'allais dans le curseur, je cherchais, j'arrivais pas à résoudre le problème. J'en ai eu marre, j'ai pris toute la conversation, j'ai dit genre à l'agent, bon bah voilà ce qu'on a dit avec la personne, quoi. Et il m'a retrouvé un truc au 2e message. En fait, le user, au lieu d'utiliser notre Dockerfile officiel, il s'était fait son propre Dockerfile à partir d'une autre, où il avait fait from now, il avait rajouté un run install un petit truc, tu vois, genre à lui, tu vois. Et c'était ce truc-là qui faisait tout péter, tu vois. Et moi, je pouvais pas reproduire le bug de mon côté parce que c'était le mec qui avait rajouté dans son Dockerfile custom quelque chose, tu vois. Et genre, j'étais en mode, putain, bah, je l'aurais pas retrouvé, tu vois. Genre, si j'avais pas give up et je dis, allez, c'est bon, j'en ai ras le cul, vas-y, je te copie-colle la conversation. Mais d'ailleurs, moi, ça me fait sentir des fois trop inutile. Hein. Ouais, tu copies un truc, tu le colles, t'attends, tu regardes. Ok, c'est bon. Next. Ouais. Il y a Bah, des parfois, tâches comme ça. Faut juste apprendre Je pense qu'il faut juste apprendre à automatiser les workflows pour te sortir du truc. Quoi. ouais. Bon, il y a des tâches, on est un peu des copy-paste monkey pour les agents. Enfin là, genre, je fais des trucs sur Microsoft Azure pour setup des trucs de setup dans Azure, dans les tenants, dans des boutons de Azure, tu vois. Bah, Ouais, je lui dis, dis-moi ce qu'il faut que je fasse. ouais, Et à des c'est moments, ça. je suis bloqué, je fais une capture d'écran de la UI et je lui dis, vas-y, il faut que j'aille où? Ouais. Et voilà, Bah, quoi. pareil, BSL, genre, le premier truc que je fais quand il y a une issue, je la prends, je la fous à un agent pour qu'il me fasse déjà une première synthèse du truc, quoi. Ouais. Là, ce copier-coller, je pose mon cerveau. Ouais. Et donc, c'est littéralement un truc que je devrais automatiser pour m'enlever du truc, mais je sais pas, après, t'as le temps, ouais. Ça fait du temps à prendre, quoi. Ouais, c'est ça. And no, your agents and deans, super complex memory systems will not save you. Agents don't learn the way we learn. Those are my most beloved people. I don't even read the code anymore. Congratulations. Something is broken and your users are screaming, so who are you going to call? Not yourself. You haven't read the code. So you're relying on your agents, but they are now also overwhelmed because the code base is so humongous that there's absolutely zero chance they can get all the context they need to fix the issues. And long context windows are a heck, as most of you will find those this year, as everybody's switching to 1 million tokens context windows, and agentic search is also failing. So the agent patches locally and fuck shit up globally. If you see this in your code base, you're fucked. Ah, il est bon. Je te dis, il est marrant. Ouais, bah, elle est vraiment bien, ça prête. Mais ça, c'est un bon point, tout ce qu'il dit là depuis le début. Je pense je lis plus mon code, enfin, voilà. Et du coup, quand
ça va casser, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu demandes à un agent, sauf que l'agent, il comprend pas vraiment le code. Et surtout, il y a un autre truc que l'agent comprend vraiment pas, surtout quand tu fais du front-end, parce que là, il le dit pas, tu vois. Mais l'agent ne comprend pas la UI, tu vois. Enfin, genre, Ouais. ok, tu peux lui mettre genre un browser use, tu peux lui mettre une capture d'écran, mais genre, il comprend pas une séquence de clics, un truc qui s'affiche, enfin, tous ces trucs-là. L'agent, il y a des trucs qu'il comprend vraiment pas, tu vois. Donc, C'est marrant parce que l'UI, c'est le truc le plus facile à générer avec les agents, mais c'est le truc le plus dur à vraiment shipper, je trouve. Ouais. Pour que ce soit bien propre et que ça marche et qu'il n'y ait pas de régression surtout. Ouais, exact. Ouais, il faut. Je pense que sur les UI, il y a un gros sujet de compartimentage, si ça se dit. Compartimenter. Ouais, compartimentation. Compartimenter des différentes parties du UI et qu'elles ne leak pas entre elles, tu vois, pour pas qu'une partie d'un endroit casse un truc d'un autre endroit, quoi. J'avais vu Et- passer un framework de test d'UI qui partait du concept plus, au lieu de faire des clics et de reproduire des séquences, d'avoir un state d'UI que tu traques. intéressant. Ok. Faudrait que je retrouve pour mettre dans les commentaires. So you cannot trust your code base anymore and also not your test because your agent wrote your test, so good game. So here's how I think we should work. There's a bunch of properties for good agent tasks. That means scope. If you can scope it in such a way that the agent is guaranteed to find all the things it needs to find to do a good job, you're done. That means modularize your code base. If you can give it a function to evaluate how well it did the job, even better. Build finding, auto research, anything non. Ça, c'est bon, le premier truc de scoper. Enfin, c'est vraiment donner à ton agent les trucs où tu penses qu'il faut où il opère, tu vois. Genre juste lui, de manière chirurgicale, lui donner à peu près où est-ce que tu veux qu'il opère, tu vois. Bah, les 4 libs qu'il a fait. Les Ouais. 4 sous-libs. C'est exactement ça. Mission critical, let it wipe. Boring stuff, let it wipe. Reproduction cases for user issues, which are usually only partial in information, perfect. I don't spend any mornings anymore doing that. Or if you don't have a human near you, rubber duck. So lots of tasks you can use them for and save time. At the end of that, you evaluate. You take what's reasonable, most of it isn't, and then finalize. My final slide, more or less, slow the fuck down. Think about what you're building and why, and don't just build because your agent can do it now. That's stupid. Learn to say no. This is your most valuable capability at the moment. Fewer features, but the ones that matter, and then use your agents to polish the shit out of that. Enlighten your users, not your token maxing desires. Get the amount of generated code that you need to review. And non-critical code, sure, wipe slop ahead. Critical code, read every fucking line. See the keynote after me for more info on that. So how do you know what's critical? Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est super important. Mais c'est dur. On apprend à le faire aussi, je pense. Ouais. Mais tu vois, genre, ce qui est ouf, c'est. Moi, je me rappelle, genre, moi du passé, tu vois. Souvent, un des trucs que je donnais, parce que j'ai encadré plusieurs personnes, j'ai recruté plusieurs personnes, et le truc que je disais beaucoup, c'est apprenez à dire non, tu vois, en tant que data engineer, tu vois. Je disais aux gens, apprenez à dire non. Genre, un stakeholder qui te demande un truc, tu dis non, ou tu creuses, tu vois, le pourquoi du comment, tu vois. Et genre, tu dis non d'abord, et après, tu vois comment tu fais la feature, tu penses la feature, etc. Et avec les agents, on a oublié ce truc-là. Franchement, c'est un bon rappel, tu vois. Et, Ça va se faire naturellement. Ouais. Mais oui, c'est clair. Je trouve que c'est dur. Enfin, c'est dur, il faut juste apprendre à le faire, quoi. Ouais. Bah, et sur la dernière ligne, là, non-critical code, go nuts, c'est-à-dire demande à un agent de faire whatever, quoi. Et critical code, tu review every line. Et je pense que c'est vraiment important aussi, quoi. Ouais, de relire. Mais après, enfin, dans le sens, après même, ça dépend du critical code. Dans le sens, tu vois déjà tes diffs, tu vois un peu la forme de ton diff, et tu vois, t'apprends à lire les diffs. Et puis quand tu vois déjà si ça a mal parti, t'arrives à avoir un peu un certain screening du truc, sans vraiment lire forcément toutes les lignes, ligne par ligne. Mais je pense que c'est important, en effet, au moins de construire ton intuition sur ta code base, en effet. Bah, tu vois, genre sur Nao, bon, j'ai une partie du code qui est AI generated et une grosse partie qui l'est pas, où il y a du human steering très large, quoi. Mais ce que je sais qui est critical, c'est la boucle agentique, la manière dont les tools et les inputs, tu vois, genre mes fonctions de tools, je sais quels sont les inputs, des signatures de fonctions, tu vois, genre qu'est-ce qui arrive dans le contexte d'un tool, qu'est-ce qui arrive dans l'output d'un tool, ce genre de choses, tu vois. Et ça, je connais très bien, je connais les fichiers les plus importants, je connais les 10 fichiers les plus importants de la codebase. Et quand je vois une PR ou un truc qui touche un fichier important, tu sais, c'est warning dans mes yeux, tu vois, tout de suite. Genre, je veux pas que tu touches à ça, tu vois. Code, read every fucking line. See the keynote after me for more info on that. So how do you know what's critical? Any guesses? Well, you read the fucking code. If you do anything important, write it by hand. You can use a clanker to help you with that, but don't let it make the decisions for you, because we've learned all the decisions it makes are learned from the internet. And that friction is the thing that builds the understanding of the system in your head, which is important. And it's also where you learn new things. And all of this requires discipline and agency, and all of this still requires humans. Thank you. Bon, super talk, hein. Ouais, trop bien. Du coup, ce qui m'a fait penser à poster aujourd'hui, je sais pas si tu as vu là, le screenshot. Ouais, j'ai vu que tu as posté. À gauche, lui, puis à droite, la dernière déclat du CEO d'Anthropic où tous les lawyers vont disparaître dans 2 ans. Et c'était vraiment 2 salles, 2 ambiances, quoi. Je trouve ça assez marrant. Et ça fait penser, tu vois, il parle de token maxing, pardon, qui est la discipline de
dire oh, j'ai consommé des millions de tokens ce mois-ci, je suis trop fort, blablabla. Bla. Et on n'en avait pas parlé dans le podcast, je l'avais dans les ressources, mais on n'en avait pas parlé dans le podcast. C'est ça là, c'est genre que le token usage, c'est devenu une métrique d'évaluation chez Meta. Ouais. Et donc en gros, c'est Meta employees are token maxing and competing on an internal leaderboard called Cloudonomics for status as a token legend. Sur une période de 30 jours, l'usage sur le dashboard a tapé 60 trillions de tokens. 60 trillions sur 30 jours. Ouais. C'est violent quand même déjà. Et il y a de highest rank, donc le personne qui a le plus de tokens chez Meta, il a dépensé presque 300 milliards de tokens, ce qui pourrait être du coup des millions de dollars en fonction du modèle qui a été utilisé. Voilà. Et là, il y a Gergerly qui en général a des bonnes sources. Il dit token usage is part of performance evaluation at Meta. Donc, c'est-à-dire que dans la perf avec ton manager, on va regarder combien de tokens tu as consommé ce mois-ci. Amazon, ils avaient fait ça. Ouais. Aussi. Ouais, je sais pas, c'est débile. C'est n'importe quelle métrique, quoi. Forcément, après, moi, si vous utiliser des trillions de tokens, je vais des boucles à tourner toute la journée, et puis c'est réglé. Ça, c'est sûr que tu peux le faire. Ouais, bien sûr. Je sais pas, c'est une théorie de management classique, ça. C'est à partir du moment où tu mets des métriques, les gens ils essaient de les hacker. Donc c'est la fin de ta métrique, quoi. Donc ça n'a aucun sens. Bon, voilà. T'as des derniers trucs en tête avant qu'on arrête l'épisode? Non, on va rester sur cette note de Mais en fait, ce qui m'a fait bugger, c'est que si tu prends l'avis opposé, tu peux te dire que ça peut aussi forcer certaines personnes à passer le pas, quoi. Je veux dire, c'est quelqu'un a trop peur ou a pas envie ou t'as trop de choses à faire tous les jours, etc. Vu que tu es évolué dessus, tu vas te forcer à essayer le truc et te rendre compte qu'en fait, tu peux faire des choses avec. Donc peut-être que c'est aussi ta manière de mettre le pied dans la porte, faire mettre le pied dans la porte à beaucoup de gens. Donc je sais pas, c'est probablement nuancé, mais moi, globalement, je trouve ça quand même assez dégueu. Quand même, je reste sur ma position initiale. Je suis plutôt d'accord. Bon, et franchement, super épisode. Ouais, surtout, en fait, c'est un nouveau format qu'on fait, où on prend une vidéo comme ça, puis on la décortique. Dites-nous ce que vous en pensez. Et on pensait faire la même chose avec plein de vidéos de la conférence, probablement avec des épisodes un peu plus courts. Donc dites-nous, déjà si vous trouvez des vidéos qui sont intéressantes qu'on pourrait reprendre, déjà nous préfiltrer un peu le travail, et nous dire si vous aimez bien le format, si vous êtes intéressé. On est toujours super preneurs des feedbacks. Et aussi, si vous avez envie, allez voir de vous-même les vidéos de la conférence et la vidéo qu'on a partagée, parce qu'on a mis notre voice-over dessus, mais je pense que l'écouter, ça rend des idées aussi en tête et tout. Et allez voir le code de P-Agent. L'idée, c'est de mettre en lumière aussi des tools qui sont stylés, quoi. Moi, j'utilise beaucoup pour coder maintenant. Au début, j'utilisais juste dans des outils, maintenant j'utilise beaucoup pour coder. Ouais, tu remplaces Cloud Code par ça, quoi. Ouais, alors le seul problème depuis la semaine dernière, c'est qu'on ne peut plus utiliser Anthropic dessus. Même, ah oui, tu veux dire la souscription Cloud Code, mais tu pourrais utiliser l'API. Ouais, exactement. Pas utiliser le Max Plan. Ouais. Ce qui participe de mon rejet incrémental d'Anthropic. Ouais. Il le dit de toute façon dans le talk. Hein. Ils sont obligés de close un peu leur truc parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils génèrent leurs revenus et qui restent leaders de où est-ce qu'ils sont. Après, ils ont leur intérêt, c'est clair. Après, claquer dans les doigts. Aujourd'hui, on a appris qu'Apple a un nouveau CEO. Ça me fait penser parce qu'en fait, souvent, on compare Anthropic à Apple sur la partie cloisonner son écosystème et forcer les gens à rester dans leur écosystème. Et ils ont vraiment une stratégie proche de Apple qui a fait ça sur tous ses produits pendant un certain temps, quoi. Et encore. Ouais. Ils font tout ça. Snowflake a fait la même chose. Ouais, bien sûr. Exactement la même chose. Donc, c'est normal, c'est le playbook, quoi. Mais du coup, Apple qui a un nouveau CEO, qui va avoir un nouveau CEO, je sais pas si tu as vu, qui est le mec qui a supervisé toute la partie silicone et qui est quand même le plus gros succès de Apple ces dernières années, les puces silicone, qui est un mec du hardware. Et tout le monde espère, tout le monde prie pour qu'il résout le problème de software à Apple qui a un peu des problèmes ces dernières années. Après, tu as la thèse qui dit que vu qu'ils ont le hardware, de toute façon, tout va passer par eux, donc ils n'ont pas besoin de s'embêter sur le software. Ils attendent juste que tout se commoditise et puis ils prendront juste le big winner. Ça a souvent été ça, Apple. Ouais, ce qui est d'ailleurs assez malin d'ailleurs. Do slow the fuck down. Quoi. Slow the fuck down. C'est exactement ça. Ils ont tout compris. Ouais. Bon, et bonne fin de soirée et à plus. À plus, salut.